Et si tout ce qu'on croyait savoir sur la prise de poids était en fait faux. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment percutante sur le sucre, pour découvrir la vérité qui se cache derrière cet ingrédient qui est, soyons honnêtes, absolument partout. Alors attention, parce qu'on va parler de biochimie, de santé publique et même un peu de politique. Allez, on attaque tout de suite avec une petite énigme. Une énigme qui risque de secouer quelques certitudes. Imaginez, d'un côté, on a le régime Atkins. Très connu, c'est que du gras, zéro glucides. Et de l'autre, le régime traditionnel japonais, qui est lui bourré de glucides, notamment le riz. Bizarrement, les deux semblent marcher pour contrôler son poids. Alors comment c'est possible? C'est quoi leur point commun? Eh bien, la réponse, elle était assez inattendue. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils éliminent tous les deux une seule et même chose, le fructose. Voilà, c'est ce mot fructose qui va être au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. C'est vraiment le fil conducteur qui va nous aider à tout dénouer. Ok, alors pour commencer, on va s'attaquer à un mythe, un très gros mythe, le mythe de la calorie. On a tous entendu 1000 fois, une calorie est une calorie, que ça vienne d'un brocoli ou d'un soda, c'est pareil. C'est une idée qui est vraiment ancrée dans les esprits. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et là, on assiste à un vrai changement de perspective. C'est énorme. Pendant des années, on nous a dit, si on grossit, c'est de notre faute. C'est une question de comportement, de volonté, mange moins, bouge plus. Mais la nouvelle idée, elle est radicalement différente. Elle dit, et si c'était la biochimie qui nous forçait à stocker de la graisse, et que, parce qu'on stocke de la graisse, on a besoin de manger plus? Ça inverse complètement le problème. Ce n'est plus une question de volonté, mais de biologie. Et pour appuyer cette idée, il y a un argument qui est assez percutant, il faut le dire. On a aujourd'hui une épidémie d'obésité chez des bébés de 6 mois. 6 mois! Comment est-ce qu'on peut accuser un bébé de 6 mois de manquer de volonté ou de ne pas faire assez de sport? C'est impossible. Ça prouve bien que le problème est ailleurs. Il doit être bien plus profond, plus biochimique. Bon, maintenant qu'on a un peu écarté l'idée que tout est une question de calories, il est temps de se tourner vers le vrai coupable. Le suspect numéro 1 dans cette histoire. Pendant des décennies, on a accusé le gras. Mais si le coupable, c'était en fait le sucre. Pour comprendre l'ampleur du truc, il suffit de regarder quelque chose de tout simple, l'évolution de la bouteille de soda. Au début du XXe siècle, c'était une petite bouteille de moins de 20 centilitres. Aujourd'hui, on trouve normal de boire des bouteilles de 60 centilitres, voire des gobelets de plus d'1 litre. C'est juste énorme. Cette explosion des portions a complètement changé la donne, sans même qu'on s'en rende compte. Et le résultat, eh bien, les chiffres sont là et ils font un peu peur. En moyenne, on consomme environ 64 kg de sucre par an et par personne. 64 kg. Essayez d'imaginer ça. C'est comme si chacun d'entre nous transportait un sac de ciment rempli de sucre et le mangeait sur une année. C'est une charge énorme, constante pour notre corps. Alors pourquoi tout ce sucre partout? Souvent, on entend parler du fameux sirop de maïs à haute teneur en fructose. On se demande s'il est pire que le sucre normal. Mais en fait, le vrai problème n'est pas tant sa composition métabolique. Le vrai problème, il est économique. Ce truc ne coûte rien à produire. Et parce que ce n'est pas cher, les industriels en ont mis absolument partout. Dans les sodas, les plats préparés, les sauces, partout. Ok, maintenant on va entrer dans le vif du sujet, la partie un peu plus scientifique. Mais promis, ça va être simple. L'idée la plus importante à retenir, c'est que tous les sucres ne sont pas égaux. Pas du tout. On va donc regarder de plus près les deux moitiés du sucre de table, le glucose et le fructose. Alors, le glucose, c'est facile. Pensez au glucose comme à l'essence pour une voiture. C'est l'énergie de la vie. C'est le carburant que chaque cellule de notre corps, sans exception, sait utiliser. C'est notre énergie de base, notre super samplon à nous. Ok, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on mange du glucose? Disons 120 calories pour l'exemple. Eh bien, la grande majorité, environ 80%, part directement nourrir les cellules du corps. C'est l'énergie immédiate. Le reste, les 20% qui restent, va au foie. Et là, le foie le stocke tranquillement sous forme de glycogène, une sorte de réserve d'énergie super saine. Et surtout, notre cerveau reçoit le message « C'est bon, j'ai assez mangé. Tout est sous contrôle. » Bon, le glucose, on a vu, c'est plutôt bien géré par le corps, efficace, propre. Mais le fructose, c'est une toute autre histoire. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment. La façon dont notre corps le métabolise, eh bien, c'est là que se cache le problème. Et là, attention, accrochez-vous. L'analogie qui est au cœur de tout ça est assez choc. Le fructose, ce serait de l'éthanol sans l'ivresse. Oui, de l'alcool sans l'effet planant. C'est une affirmation qui peut paraître énorme, mais on va voir que biochimiquement, ça tient la route. Et regardez bien ça, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Souvenez-vous, pour le glucose, seulement 20% arrive au foie. Pour l'éthanol, 80%. Et pour le fructose, 100%. Tout arrive au foie, d'un seul coup. C'est comme un péage d'autoroute. Avec le glucose, quelques voitures passent tranquillement. Avec le fructose, c'est un embouteillage monstre. Toutes les voies sont bloquées. Le foie est complètement débordé. Et comme il est débordé,
il n'a pas le choix. Il déclenche un plan d'urgence. Et ce plan d'urgence, c'est de transformer tout ce fructose en graisse, exactement comme il le ferait avec l'alcool. Et les conséquences de cette surcharge, eh bien, c'est une véritable réaction en chaîne. D'abord, ça produit de l'acide urique, ce qui peut faire grimper la tension. Ensuite, comme on l'a vu, le foie se met à fabriquer de la graisse à plein régime. Cette graisse s'accumule et peut entraîner une résistance à l'insuline. C'est la porte d'entrée du diabète de type 2. Et le pire dans tout ça, le cerveau, lui, ne reçoit jamais le signal « stop, on a assez mangé ». Donc on a encore faim et on a envie de manger plus de sucre. C'est un vrai cercle vicieux. C'est la recette parfaite du syndrome métabolique. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On peut reprendre le contrôle. Et pas besoin de se lancer dans un régime hyper compliqué et frustrant. L'idée, c'est plutôt de suivre quelques règles de bon sens, des choses simples qu'on peut tous appliquer. Alors, quelles sont ces fameuses règles? Il y en a 4, très simples. Règle numéro 1, et c'est sans doute la plus importante. On arrête toutes les boissons sucrées. Soda, jus de fruits, tout ce qui est sucre liquide. C'est un pas de géant. Deuxièmement, on mange ces glucides avec des fibres. On va y revenir. Troisième règle, on attend 20 minutes avant de se resservir, juste pour laisser le temps au cerveau de comprendre qu'il n'a plus faim. Et enfin, une règle pour les enfants, mais qui marche aussi pour les grands, on paye son temps d'écran avec de l'activité physique. Justement, on a parlé des fibres. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, il faut voir les fibres comme le frein de la voiture. Quand on mange un fruit qui contient du fructose et des fibres, les fibres ralentissent l'arrivée du sucre au foie. Ça évite l'embouteillage monstre dont on parlait tout à l'heure. En plus, ça aide à se sentir rassasié et ça nourrit les bonnes bactéries dans notre intestin. C'est tout simplement l'antidote naturel du fructose. Et on va finir avec une phrase qui résume tout ça à la perfection. Quand la nature a créé le poison, le fructose, elle l'a emballé avec l'antidote, les fibres. C'est une image forte, non? Dans un fruit, il y a le fructose, mais il y a toujours les fibres avec. Le problème, ce n'est donc pas le fruit. Le problème, c'est quand on a extrait ce fructose pour l'ajouter en masse dans des produits qui n'ont plus rien de naturel. Ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Est-ce qu'on est prêt à redéfinir ce qu'on appelle vraiment de la nourriture ?